Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir invités. Alors, nous avons intitulé cette conférence « Enseigner les transformations des substances chimiques » et nous souhaitons faire un tour d'horizon qui sera un petit peu rapide néanmoins, des différents aspects nécessaires à cet enseignement au collège. La chimie comporte des spécificités. On peut dire qu'elle est constituée en deux mondes. Cette appellation provient des programmes de lycée, comme en physique. Donc le monde des objets. Alors, il faut reconnaître qu'en chimie, on parle plutôt de registre empirique ou de registre expérimental ou registre des phénomènes. Et puis le monde des modèles, on dit aussi registre des modèles. Alors, dans ce monde des objets, ou registre empirique, registre expérimental, il y a sans doute quelque chose qui est différent de la physique, c'est que nous avons effectivement des objets perceptibles, mais nous avons également des objets idéalisés. Nous en reparlerons tout à l'heure. À côté de ces deux mondes, ou peut-être pas à côté de ces deux mondes, mais qui les transcendent, nous avons deux niveaux. Un niveau submicroscopique où nous trouverons les concepts d'atomes, molécules, ions, mécanismes réactionnels, et un niveau macroscopique où nous aurons substances, espèces, mélanges, transformations, réactions, etc. Et ces deux niveaux, comme ces deux mondes, vont être utilisés, vont être nommés, décrits par un même langage, un seul langage, où on va utiliser des symboles, des formules et des équations. Alors, quels sont les concepts de chimie dans les programmes de collège que l'on peut rencontrer? Dès le cycle 2 et cycle 3, ça débute par les états de la matière, solide, liquide, gaz. Pour définir ces états, on peut partir d'objets observés dans la vie de tous les jours. Pour Velbarré, il s'agit alors de concepts catégoriels qui sont issus de ce qu'on peut appeler la tradition empiriste. En chimie, on pourrait sans doute relier ça à la réalité perçue, que l'on verra un peu plus tard. Au cycle 4, on peut retrouver la liste des concepts, substances chimiques, corps purs, transformations chimiques, atomes, molécules, ions. Là, dans ce cas, on est plutôt sur des concepts qui correspondent à des constructions mentales qui vont servir à expliquer et interpréter les phénomènes du chimiste. Velbarré catégorise ça en concept formel. C'est dans cette catégorie en général qu'on trouve la plupart des concepts scientifiques et ce qu'on pourra qualifier aussi en chimie de réalité idéalisée et des modèles de la chimie. Voilà. Alors, comment définir un concept et notamment pourquoi peut-on dire que l'eau, le chlorure de sodium, le dioxyde de carbone sont des substances chimiques? Alors, quels sont les points communs qu'il peut y avoir entre l'eau et le dioxyde de carbone, par exemple? Donc, les associer dans un même concept, n'a a priori absolument rien d'évident. Et deux étapes, sans doute en science. Une des premières étapes, c'est d'essayer de définir les concepts les uns par rapport aux autres, hein, donc de travailler sur les concepts de substance, de mélange, de transformation, des entités, pour qu'elles se définissent les unes par rapport aux autres, hein, et puis d'essayer, suivant ce que dit Brit-Van Ribard, d'associer au concept, alors une étiquette, un nom, pour les désigner, donner des exemples, mais surtout donner des attributs qui vont permettre de caractériser ces concepts et qui vont sans doute permettre de donner du sens à l'association, en tout cas de la substance eau et de la substance dioxyde de carbone. Nous allons donc dans cette présentation essayer de vous présenter les concepts de substance, de mélange, de transformation chimique, d'entités chimiques et d'espèces chimiques, et en essayant de faire ressortir les attributs et les relations qui peuvent exister entre ces différents concepts. Donc on va commencer la présentation par le concept de substance chimique, le mettre en lien avec les mélanges et les transformations chimiques, voir ensuite les concepts d'entités chimiques avec notamment les atomes, molécules et ions, et faire le lien avec les substances chimiques. Pour définir tous ces concepts, il faut une étiquette, comme dit Brit-Van Ribard, donc un langage, des noms et des formules, ce que nous verrons dans la partie langage du chimiste, et puis nous terminerons par un essai de proposition qui pourrait permettre de distinguer le concept d'espèce chimique de celui de substance chimique. Alors, la substance chimique est un concept de niveau macroscopique et qui appartient au monde des objets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une substance? Une substance correspond à des échantillons de matière qui ont
une particularité, ils sont isolables. Ils sont caractérisés par des propriétés physiques, des propriétés chimiques spécifiques dans des conditions données. C'est ce que nous appelons un objet macroscopique idéal. Et on distingue les corps purs, qui sont constitués d'une seule substance chimique. Les corps purs, alors le corps pur est à distinguer du mélange, bien entendu, on va en reparler tout à l'heure. Et dans les corps purs, on a des corps purs simples et des corps purs composés. Et le corps composé peut être décomposé, c'est pour ça qu'on l'appelle composé d'ailleurs, en d'autres substances et de façon ultime en corps simple. Au contraire, un corps simple ne peut pas être décomposé en d'autres substances. Donc vous voyez que là, ce sont des caractéristiques, j'ai envie de dire, empiriques. Hein, je n'ai absolument pas parlé de formule. Alors au niveau collège, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est une substance? Comment essayer de faire comprendre cette notion très difficile hein, à construire pour les élèves? On va d'abord sans doute s'attacher à son aspect, c'est-à-dire parler de l'état physique, de la couleur, éventuellement de l'odeur, mais vous savez qu'il n'est pas toujours recommandé de sentir. On va pouvoir s'intéresser également à sa température de changement d'état à pression donnée. Alors, on parle souvent donc, de température de fusion ou de température d'ébullition pour les solides ou pour les liquides. On parle beaucoup plus rarement, me semble-t-il, pour les gaz, de température de liquéfaction. Pourquoi ne pas l'utiliser? On va également pouvoir caractériser une substance par sa solubilité dans différents solvants liquides. Alors, ça veut dire qu'on aura affaire à une substance qui est soit un gaz, soit un solide. Et quand cette substance est un liquide, on parlera de sa miscibilité à d'autres liquides. Ce que je viens de préciser assez rapidement sur ce qu'on appelle habituellement les propriétés physiques. Mais il y a également quelque chose qui est extrêmement caractéristique d'une substance, ce sont ses relations avec les autres substances, ce qu'on va appeler les propriétés chimiques. Et au collège, on appelle ça plutôt des tests caractéristiques permettant de reconnaître une substance, donc le test de reconnaissance de l'eau, de reconnaissance de l'hydrogène ou le test à l'eau de chaud. Quelles sont les difficultés des élèves répertoriées par la recherche en didactique à propos des substances chimiques et de leurs propriétés? Alors, une première consiste à décrire. Une première difficulté intervient quand on demande aux élèves de décrire ce qu'ils voient. Par exemple, quand ils chauffent un morceau de cuivre, la description courante, c'est « le cuivre devient noir ». Mais cette description, nous l'interprétons en disant qu'il y a un changement de propriété et conservation de l'identité de la substance, puisqu'on dit toujours cuivre et qu'on dit qu'il devient noir. Mais par contre, l'élève ne peut ne pas avoir conscience de cela si le concept de substance n'est pas clair pour lui, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il fait cela. Autre difficulté qu'on rencontre assez souvent, c'est que les élèves ont tendance à matérialiser ou à substantialiser des propriétés comme la couleur ou le goût. Là, je vous ai donné une phrase extraite d'un article paru dans le BUP. De l'eau de Javel qui décolore des vêtements est une réaction chimique car l'eau de Javel réagit avec la couleur. Donc là, la couleur est considérée comme quelque chose de matériel par des élèves après enseignement, hein, en classe de 4e. Il y a également le fait que pour certains élèves, si 2 échantillons de substances n'ont pas été obtenus par la même voie, alors pour eux, ce sont 2 substances différentes. On parle de l'histoire de la substance. Donc là, vous voyez que ce sont des conceptions, des idées que font les élèves qui sont préjudiciables à la construction de ce concept. Et on retrouve cette idée de séparation des propriétés de la substance et de la substance elle-même en France. C'est Laugier-Dumont qui le relate. Dans un TP classique en classe de seconde, le cycle d'expérience sur l'élément cuivre, quand on demande aux élèves de décrire ce qu'ils voient une fois qu'ils ont mis le morceau de cuivre dans la solution d'acide chlorhydrique, très souvent, on entend où ils disent « l'acide devient bleu, le cuivre devient liquide, le cuivre se transforme en gaz roux ». Donc, à nouveau, hein, nous interprétons cela en disant que les élèves parlent comme s'ils faisaient un changement des propriétés de la substance sans considérer que la substance change d'identité. Alors, sur un
petit pas de côté vers l'histoire des sciences, c'est toujours intéressant d'aller voir comment ces concepts se sont développés dans l'histoire pour essayer de comprendre les difficultés d'apprentissage que l'on peut retrouver avec les élèves. Alors, notamment, l'histoire montre que ce que le chimiste connaît des substances et des transformations a toujours été lié aux pratiques, et que le chimiste se retrouve confronté, ce que dit Bernadette Vincent, à un enchevêtrement d'opérations pratiques, de propriétés observées de substances chimiques différentes. Alors, dès l'Antiquité, deux visions pour essayer d'interpréter les substances chimiques et les transformations de la matière. Une vision particulière avec deux propositions, soit des atomes dits alphabets, c'est la tradition grecque, où tous les atomes sont différenciés, ou une vision qui est apparue avec surtout les mécanistes. On voit cette vision avec Descartes et Newton notamment, d'un atome brique. Il y aurait un atome en fait ultime, et c'est l'agencement de ces atomes qui permettrait d'obtenir les différentes substances chimiques. Et puis une deuxième vision, celle d'Aristote, une vision plutôt phénoménologique, avec les 4 éléments d'Aristote qui ont résisté quand même jusqu'à à peu près la moitié du XVIIIe siècle dans les théories chimiques. Et cette théorie d'Aristote va amener une substantialisation des qualités, ce qu'on pourrait appeler des propriétés, et finalement qui permet de comprendre un peu mieux certains raisonnements tenus par les élèves. Où, pour Aristote, on peut manipuler des qualités, vous avez des éléments qui vont être ces supports de qualité, et dans les transformations, dans les substances, une qualité va pouvoir passer d'un corps à un autre. Et cette vision, d'ailleurs, permet les transmutations. Alors, nous passons maintenant aux substances et mélanges. Et nous allons nous intéresser au cas des corps simples. Donc, nous sommes toujours au niveau macroscopique et dans le monde des objets. Alors, un grand nombre d'élèves, on leur demande de ce que c'est qu'un corps composé, ont tendance à dire que c'est un mélange de corps simples. Je vous ai mis comme exemple une enquête qui a été effectuée en Italie il y a maintenant un certain nombre d'années, auprès d'élèves de 15 ans environ, de lycée, après enseignement. Quand on leur demande de classer les substances pures, dont vous voyez la liste ici, de dire si elles sont pures ou pas, et de fournir un argument, 70% des élèves qui ont été interrogés disent que les deux composés du sodium, carbonate de sodium, sulfate de sodium, ne sont pas des substances pures, et 64% d'entre eux argumentent en disant qu'il s'agit d'un mélange de corps simples. Donc, vous voyez que la confusion est réelle. Plus près de nous, dans une enquête qui a été faite par Sophie dans sa thèse, enquête qui a été menée en France donc, durant l'année 2015, des élèves ont été interrogés donc, pour savoir quels critères ils associaient parmi les 4 que vous voyez ici, corps pur, mélange, molécule, atome, à un nom qui était mis à la place des croix qui sont ici sur la diapositive. Et les 2 noms dont on va vous donner les résultats sont dioxygène et dioxyde de carbone. Alors, la comparaison pour ces 2 noms est assez révélatrice. Vous pouvez constater, si on regarde d'abord les plus forts pourcentages, vous avez une majorité à chaque fois d'élèves qui ne fait pas de choix macroscopique, c'est-à-dire qui ne choisit ni corps pur, ni mélange. Et on a cette proportion qui augmente du collège à la fin du lycée, première terminale, que ce soit pour dioxygène ou pour le dioxyde de carbone. D'autre part, le choix corps pur, qui est la réponse qu'on attendait en ce qui concerne les critères macroscopiques. Le choix corps pur, vous voyez, est choisi par environ, on va dire, un gros quart d'élèves tout au long de la scolarité. Il a tendance à diminuer un tout petit peu vers la fin du lycée pour le dioxygène. Par contre, pour le dioxyde de carbone, c'est très net, il y en a beaucoup moins, de 12% au collège, et ça tombe à 8% en première et terminale. Par contre, si on regarde pour les mélanges, vous avez des élèves qui choisissent mélange pour le dioxygène, environ un quart au collège, et ça diminue à 10% au lycée. Et pour le dioxyde de carbone, on a des taux de réponse beaucoup plus importants qui vont de 42% au collège jusqu'à encore 29% en première et terminale. Donc là, ça conduit à dire que ces élèves considèrent que seuls les corps simples sont considérés comme des substances pures. Donc vous voyez que même à notre époque, des élèves ont cette conception d'un mélange, d'un corps composé considéré comme un mélange de corps simples. On peut le redire autrement. Alors,
toujours encore un petit pas de côté vers l'histoire, cette distinction mélange-corps composé est en fait assez récente dans l'histoire de la chimie, puisqu'elle date du début du 19e siècle avec la loi de Proust, la loi des proportions définies. On s'aperçoit notamment quand Lavoisier fait la décomposition de l'eau, corps composé, et quand il fait la décomposition de l'air, mélange, il ne fait de son côté absolument pas la distinction entre le corps composé et le mélange. Il va y avoir, en fait, au début du 19e siècle, une controverse entre Proust et Berthollet. Vous voyez que pour Berthollet, chaque composé est considéré comme un mélange particulier qui va dépendre de ses conditions de production. Proust, qui va en fait s'appuyer sur les très nombreuses analyses qui sont en train de se développer à cette époque-là, suite aux travaux lancés par Lavoisier et l'utilisation notamment importante de la balance, Proust va indiquer que si le chimiste va pouvoir jouer sur les conditions de la réaction, il n'a par contre aucune action sur les proportions dans les combinaisons chimiques. Ce problème, toujours de cette distinction mélange-corps composé, a été évoqué très tôt, et c'est ce qu'on pourrait associer au mixte d'Aristote. Pour Aristote, les éléments de départ vont se dissolver dans un mixte, ils vont perdre leur identité, mais les propriétés du mixte ne sont plus que l'addition des propriétés des composants. Par exemple, les propriétés de l'eau ne sont pas celles des gaz dioxygène et d'hydrogène. Si on prend le sel de cuisine, il n'est pas l'addition d'un gaz jaunâtre, le dichlore, et d'un métal mou, le sodium. Pour Hitz, il s'agit d'un problème vraiment particulier que l'on retrouve en chimie, qu'il appelle l'émergence, où il indique bien qu'il y a dans une synthèse chimique l'émergence de quelque chose de nouveau qui ne se réduit pas à la somme des propriétés des réactifs. Et donc, même si le corps composé n'est plus explicitement au programme, face aux difficultés des élèves et à cette histoire compliquée autour de cette distinction corps composé-mélange, il nous semble intéressant de faire comparer aux élèves les concepts de mélange et les concepts de corps composé, en essayant de repérer les attributs qui vont permettre de distinguer justement ces deux concepts. On pourrait donc, voilà, c'est une proposition, essayer de comparer le fait que les constituants, dans le cas du mélange, ne peuvent être séparés par des méthodes physiques, alors que dans le cas d'un corps composé, les méthodes physiques ne suffisent pas à séparer, à décomposer le corps composé en corps simple. Le mélange a en général une composition variable, alors que le corps composé, en dehors des composés non stoichiométriques, a une composition parfaitement déterminée. Les propriétés, justement, dans le corps composé sont émergentes et donc sont complètement différentes de celles des corps simples dont il est issu, ce qui n'est pas forcément le cas dans un mélange où les propriétés peuvent être voisines de celles des constituants. Alors, quelque chose qui serait sans doute plus adapté à un niveau lycée, mais qui pourrait déjà être évoqué au collège. Quand on fait un mélange, on a une faible quantité d'énergie qui est mise en jeu. Par contre, l'énergie est beaucoup plus considérable dès qu'on est dans le cadre d'une transformation chimique et qu'on pourrait montrer au cours des combustions, par exemple. Alors, voyons maintenant ce qu'on peut dire des transformations que subissent les substances. On est toujours dans le monde des objets et au niveau macroscopique. La recherche en didactique a essayé de répertorier les différentes représentations qu'ont les élèves à propos du concept de transformation chimique. Et nous avons vu tout à l'heure qu'ils perçoivent un changement d'aspect sans relier cela à un changement de substance qui les conduit donc à séparer une substance de ses propriétés, ce qui est donc très dommageable, on va le voir, pour caractériser une transformation chimique. Ils considèrent très souvent qu'une mise en contact de substances, par exemple d'un acide avec du zinc, revient à effectuer la séparation des constituants d'un mélange. Ce qui revient à dire que les produits existent avant qu'on mette en présence ces substances. Ici, vous le voyez, il y a libération et non formation du gaz. Les élèves considèrent que le gaz était déjà là et était emprisonné dans le métal, l'acide ayant simplement la faculté de disloquer ce métal pour faire apparaître le gaz. Une autre représentation assez courante est dite la représentation agent-patient. Il s'agit d'un raisonnement causal et qui se manifeste souvent d'ailleurs par l'usage de termes tels que ronger, attaquer, qui ne sont pas uniquement dus aux élèves. Vous savez qu'on les trouve par exemple dans les affiches de l'INRS.
Et je vous ai mis ici un questionnaire qui a été rempli par des élèves de 3e après enseignement en 1999, donc ce n'est pas très récent, mais on peut trouver encore ce type de formulation chez les élèves aujourd'hui. Là, vous voyez que lorsque des précisions sur le rôle de l'agent est demandé, puisque on a demandé quand la réaction va-t-elle s'arrêter. Alors, l'élève a écrit la plaque de zinc aura été entièrement rongée. Si on demande donc des précisions à propos de la quantité d'acide, eh bien, l'élève dit que la quantité d'acide reste égale en fin de processus, et il précise, c'est l'acide qui agit sur le zinc. L'acide agit, le zinc subit la transformation et le zinc disparaît en bulle. Alors, le concept de transformation chimique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, si on veut être très, très bref, on pourrait dire que c'est une modification des substances faisant partie du système étudié. Donc ça, c'est très très bref. Et ça ne montre pas tout ce qu'il faut faire, en fait, pour essayer de mettre en évidence ce concept, de le construire, qui est délicat puisqu'il est à différencier du concept de transformation physique, par exemple. Alors, il s'agit de mettre en évidence la formation de nouvelles substances et la consommation de substances initialement présentes en comparant l'état initial et l'état final du système. C'est-à-dire qu'il faut déjà délimiter quelque chose qu'on étudie. Ça s'effectue comment? Ça s'effectue en caractérisant certaines propriétés des substances initiales. Donc, vous voyez l'importance de bien comprendre qu'une substance est reconnaissable à ses caractéristiques et que si ces caractéristiques ont changé, ça veut dire que ce n'est plus la même substance. Et il faut prêter attention à l'apparition de nouvelles propriétés, puisque justement cela signifie qu'il y a formation de nouvelles substances, ou qu'on peut supposer qu'il y a formation de nouvelles substances. La disparition de certaines propriétés, donc, pourra signifier la consommation de certaines substances. Et au collège, comme au lycée, sauf avant le milieu de la classe de terminale, les transformations chimiques qui sont proposées aux élèves sont des transformations chimiques dites totales, qui correspondent au fait que l'une des substances qui était initialement présente est entièrement consommée dans l'état final. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce concept de façon assez rapide. Alors, là encore, comment aider les élèves à comprendre ou à maîtriser ou à essayer de définir ce concept de transformation chimique, sans doute en le mettant au regard des autres transformations qu'il peut rencontrer au collège, des substances chimiques, 3 types de transformations possibles, la transformation physique, les mélanges ou dissolutions, et justement cette transformation chimique. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de rechercher? Par exemple, ce qui va se conserver entre l'état initial et l'état final, ou au contraire, ce qui ne va pas se conserver entre ces différents états, et voir s'il y a des points communs ou des différences entre ces 3 types de transformations. Alors, notamment, ce qui se conserve entre l'état initial et l'état final, c'est la masse du système dans chacune des transformations. Par contre, au niveau des substances chimiques, entre une transformation physique et une transformation chimique, on s'aperçoit que dans une transformation physique, les substances et les quantités de matière vont se conserver, alors que dans une transformation chimique, seules quelques substances vont se conserver, et ces substances, c'est ce qu'on va appeler, qu'on va qualifier de substances spectatrices. Et puis, ce qui ne se conserve pas entre une transformation physique et une transformation chimique, entre l'état initial et l'état final, l'état physique dans la transformation physique et les quantités de matière des substances chimiques dans la transformation chimique. Alors, au collège, on ne pourra pas nécessairement s'appuyer sur les quantités de matière, mais on travaillera sur des transformations dans lesquelles des réactifs disparaissent complètement et des produits nouveaux apparaissent. Alors, quid des mélanges et des dissolutions? Vous voyez qu'on a mis substance chimique avec un point d'interrogation. Ça va dépendre un peu de la substance chimique avec laquelle on va réaliser le mélange ou la dissolution. Si on prend un mélange eau-éthanol, l'éthanol, la substance chimique éthanol, va se conserver au cours du mélange. Si on prend un composé ionique, là, au contraire, justement, la substance du composé ionique ne va pas se conserver, et on reprendra ce point justement dans le paragraphe, dans la partie espèces chimiques, ce point un peu délicat des composés ioniques.
Et dernier point où on pense qu'on peut essayer de travailler avec les élèves, c'est une différence qu'on peut retrouver entre notamment la transformation chimique et les deux autres transformations physiques et mélange, c'est la renversabilité, c'est-à-dire la possibilité de revenir de l'état initial à l'état de l'état final pardon, à l'état initial, qui est possible dans la transformation physique et dans le mélange de la dissolution et qui n'est plus possible dans la plupart des cas dans la transformation chimique. Alors, la réaction chimique est un modèle macroscopique d'une famille de transformation chimique totale. Quel est le rôle de la réaction chimique? Elle précise les substances consommées, qu'on appelle les réactifs, c'est-à-dire ce sont les substances dont la quantité a diminué, et elle précise les substances formées, qu'on appelle les produits, c'est-à-dire les substances dont la quantité a augmenté. Elle donne les proportions en quantité de matière dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits formés. Alors, là, il y a un sérieux problème, une sérieuse difficulté, parce que la notion de quantité de matière, on l'a déjà dit, n'est pas introduite au collège. Donc, il y a une difficulté certaine pour rendre compte du caractère de modèle macroscopique de la réaction chimique. Cette réaction chimique est valable pour toute une famille de transformations chimiques. Qu'est-ce qu'on entend par famille de transformations chimiques? Eh bien, ce sont des transformations chimiques qui concernent donc des systèmes qui mettent en jeu les mêmes réactifs initialement, mais en quantité variable, et qui conduisent alors aux mêmes produits, mais en quantité variable, et qui correspondent donc à des états finaux différents pour chacun des systèmes. Cette réaction chimique, comme tout modèle, permet d'expliquer et de prévoir. Et elle est représentée par une équation de réaction qui peut donner lieu à un certain nombre de difficultés de compréhension et de lecture. Alors, changeons de niveau et de type de registre, passons dans le monde des modèles, les entités chimiques qui vont permettre sans doute d'interpréter les concepts macroscopiques, et puis à un niveau alors qu'on qualifiera nous de submicroscopique. Pourquoi le niveau microscopique, on pense qu'il faut plutôt le réserver au microscope et donc plutôt aux cellules, au niveau des cellules. Le niveau des atomes, des ions et des molécules est un niveau bien évidemment en dessous de celui-ci. Alors, comment sont présentés notamment les concepts d'atomes et de molécules dans beaucoup d'ouvrages de collège? On s'aperçoit, par exemple, sur le concept d'atome, que les attributs qui sont associés à l'atome sont plutôt ceux qui sont liés à sa représentation, comme on peut voir dans l'extrait. L'atome est représenté par une sphère colorée, donc on utilise la couleur des modèles moléculaires, ou le symbole chimique, c'est-à-dire ce que Brik-Marivart finalement appelle l'étiquette du concept. Et on constate dans ces ouvrages que deux attributs semblent plutôt absents. La masse, pourtant, sont présentés au niveau macroscopique le principe de conservation dans les transformations chimiques. Donc, on voit qu'avec la masse de l'atome, on pourrait faire ici un lien entre des propriétés macroscopiques et un attribut microscopique avec l'atome. Et puis, la valence de l'atome n'est jamais donnée, et pourtant, on donne bien le modèle moléculaire de, par exemple, la molécule d'eau aux élèves. On leur dit et on leur montre que la molécule d'eau, vous avez un atome d'oxygène relié à 2 atomes d'hydrogène. On ne présente jamais un modèle moléculaire avec HHO. Donc, quelque part, la valence est bien implicite dès qu'on présente ces modèles moléculaires. Et puis, le concept de molécule, lui, est en général présenté par seulement un assemblage d'atomes sans qu'aucune autre précision ne soit donnée. Alors, toujours dans l'enquête qu'on vous a présentée précédemment, on trouve à nouveau des difficultés d'élèves autour de la formule, notamment de la molécule. On se rend compte sur à peu près un effectif de 150 élèves de première et de terminale scientifique que moins de 60% de ces élèves sont capables de dire que CH4 est une molécule différente de C2H8. Aucun élève, d'ailleurs, dans les 600 qui avaient été interrogés, avait été capable de faire remarquer que C2H8 n'était pas une formule correspondant à une molécule existante. 2 phrases extraites des réponses des élèves, dont un en licence. Un élève de première justifie que C2H8 est une molécule de CH4 avec un coefficient stoichiométrique de 2.
et un étudiant de licence qui indique que CH4 et C2H8 sont deux molécules identiques, hein, il justifie cela en indiquant que C2H8, c'est 2 fois CH4. Et donc, on peut constater qu'un nombre d'élèves et même encore d'étudiants ont une vision proportionnelle de la formule. Là encore, un petit pas de côté vers l'histoire. En fait, quand Dalton remet son modèle atomique, alors avec un atome qui sera alphabet, alors qu'on était plutôt sur une vision mécaniste de l'atome, hein, l'atome devient donc la particule ultime du corps simple et Dalton va associer un attribut à cet atome qui est une masse distincte. Et donc, cet atome devient l'invariant des transformations chimiques. Mais surtout, les premières formules chimiques qui vont être possibles, donc avec cette théorie, donnent bien une représentation des proportions en masse et qui peut justifier alors que C2H8 est exactement la même molécule que CH4. En fait, la distinction, ce qui va permettre de sortir de cette formule des proportions en masse, arrive 50 ans, à peu près 50 ans plus tard, avec la distinction atomes et molécules qui sera faite au congrès de Karlsruhe, notamment par Cannizzaro. Là, les chimistes, notamment les chimistes organiciens, vont montrer l'importance de l'arrangement des atomes au sein de la molécule et donc vont associer un nouvel attribut à l'atome qui est la valence. Et dans ces cas-là, le nombre d'atomes dans la molécule devient lui-même un invariant, quelque chose qui est fixe et qui ne peut pas changer. Donc, qu'est-ce qui nous semble intéressant d'associer au concept d'atome dès l'introduction de l'atome? Ce serait de le caractériser non pas uniquement par la sphère colorée du modèle moléculaire, mais d'essayer de le caractériser par une masse et pourquoi pas la valence, puisqu'elle est implicitement présente dès qu'on utilise les modèles moléculaires. De préciser aussi dans une molécule que celle-ci est constituée d'atomes en nombre déterminé et invariant. Il n'y a absolument rien d'évident quand on voit les réponses des élèves que le nombre d'atomes ne peut pas changer au sein d'une molécule. Et donc, par exemple, on pourrait travailler autour de la molécule d'acétylène C2H2 qui est totalement différente de la molécule de benzène C6H6. Et puis, à nouveau, manifestation de l'émergence et qui est sans doute là encore à travailler avec les élèves parce qu'on est sur quelque chose qui n'a absolument rien d'évident. Si vous prenez les propriétés d'une molécule, elles sont totalement différentes de celles de ces atomes constitutifs. Le dioxyde de carbone, CO2, les propriétés de la molécule de CO2 ne sont pas les propriétés du carbone ni celles de l'oxygène. Les ions, alors, quand on regarde là aussi dans les ouvrages, comment sont-ils introduits? On lit classiquement qu'un ion est formé à partir d'un atome qui a gagné ou perdu un ou des électrons. Pourquoi on ne dit jamais l'atome est un ion qui a perdu ou gagné des électrons? On ne trouve jamais ce type d'expression. Pourtant, si on prend l'ion chlorure, on ne trouvera jamais empiriquement quelque chose qui peut être associé à l'atome de chlore. Donc finalement, on pourrait dire que l'atome de chlore découle de l'ion chlorure. Alors, si on essaie de proposer une définition de l'ion justement indépendante de l'atome, on pourrait par exemple indiquer que l'ion est une entité chargée électriquement, que le nombre d'électrons est inférieur, donc là on aurait un ion chargé positivement, ou supérieur, un ion chargé négativement au nombre de protons dans le noyau, et ça indépendamment de l'atome. Alors, nous allons maintenant essayer de voir les liens ou les passages qui peuvent être faits entre entité et substance ou espèce chimique qu'on n'a pas encore présenté, mais comme je vous donnerai un exemple qui en parle, c'est pourquoi je l'ai mis dans le titre. C'est-à-dire que là, on va passer du submicroscopique au macroscopique. Alors, les conceptions des élèves à propos de ce lien macroscopique-submicroscopique ou submicroscopique-macroscopique. Avant enseignement de cette nature particulière de la matière, c'est-à-dire à l'école primaire, au début du collège, les élèves n'ont pas d'idée de particules et pour eux, une substance est continue à l'image de ce qu'ils perçoivent. Après enseignement, ils imaginent des particules, après enseignement de la notion de particules, ils imaginent des particules dans un continuum de substances, comme un plum pudding ou un cake aux fruits. Alors, des schémas comme celui de cette solution-là, avec la ligne horizontale du liquide et les parois du récipient, contribuent à renforcer cette idée. Et dans un stade ultérieur, il y a conscience pour les élèves que les particules sont effectivement la substance, c'est-à-dire qu'elles sont séparées par du vide,
hein, donc il n'y a rien entre les particules sont bien la substance, mais les élèves, certains élèves ont tendance à attribuer des caractéristiques macroscopiques à ces particules. Vous trouvez des élèves qui disent que les atomes de cuivre sont brun-rouge, ou bien que les atomes de chlore sont verts, à l'image des modèles moléculaires, ou bien que les particules se dilatent ou se rétrécissent quand l'échantillon de matière est chauffé ou comprimé. La distinction macroscopique-submicroscopique peut s'avérer périlleuse pour des adultes. Dans un petit livret qui visait à promouvoir la chimie avec l'aide de Jamy, donc vous voyez la couverture, un quiz a attiré mon attention. Savez-vous quel est le plus petit élément possédant les propriétés caractéristiques de l'eau? La particule d'eau, la molécule d'eau, la cuticule d'eau. On constate que malgré le soin qui est apporté à la confection des réponses, puisqu'elle comporte tout un mot qui finit par cule, ce qui donne un aspect amusant, eh bien, aucune de ces réponses n'est valable. Et pourtant, une réponse est donnée comme correcte, avec une formulation qui ne laisse place à aucun doute. La molécule qui représente la plus petite quantité de matière possédant les propriétés caractéristiques de la substance considérée. Ce terme quantité de matière est macroscopique et cela signifie donc qu'une molécule a les mêmes propriétés qu'une goutte d'eau, ce qui est notoirement inexact. Et donc le submicroscopique serait une forme de copie du macroscopique, ce qui est totalement inexact à nouveau. Et on retrouve là une négation des propriétés émergentes de la matière, et c'est une erreur qui est courante chez les élèves, et elle ne peut être que renforcée à la lecture de telles propositions qui ont, je le rappelle, une visée amusante, donc qui attirent les élèves. Alors, plus récemment, dans le sujet de bac de spécialité qui a été rendu public il y a peu, on peut considérer que le lien entre le macro et le submicro est là aussi fait de façon discutable. Il est proposé de représenter un jus de chou rouge qui comporte une vingtaine d'anthocyanes différentes par une seule espèce, la cyanidine, et pour laquelle une formule topologique est donnée. Il s'agit donc de la formule de la molécule. Or, vous voyez, une seule espèce chimique, la cyanidine, dont la structure est, là il manque un mot, dont la molécule a la structure suivante. C'est donc une première imprécision qui occupe la distinction macroscopique-submicroscopique. Il y a ensuite une deuxième difficulté. Il est écrit que la cyanidine existe principalement sous 3 formes. Qu'est-ce que cela signifie? Une molécule aurait 3 formules, ou alors 3 molécules différentes auraient un même nom? Et donc, comment une espèce chimique pourrait-elle correspondre à 3 molécules? Donc, on voit qu'il y a là une difficulté introduite par le fait qu'il n'y a pas eu une précision suffisante dans le langage, comme le disait en début de cette demi-journée Marie-Thérèse Lou tout à l'heure. Alors, comment lier entité chimique et substance? On dit communément qu'une substance est constituée d'un nombre gigantesque d'entités identiques. Alors, ces entités sont inaccessibles au sens humain, et j'ai envie de dire également que le nombre gigantesque correspondant à une substance est aussi inaccessible au sens des élèves. Et quand il s'agit d'une substance, ces entités sont des atomes ou des molécules. Et certaines propriétés des substances, on l'a dit, sont émergentes, c'est-à-dire qu'elles résultent de la collection d'entités. La propriété émergente emblématique de cela, c'est l'état physique. L'état physique qui est modélisé à l'échelle submicroscopique par des distances variables entre entités qui ont des vitesses plus ou moins grandes. Et l'état physique, pour une substance, n'a pas d'équivalent pour une entité, puisque justement, l'état physique provient de cette collection. Donc là, nous sommes dans le cas d'une propriété qui n'a aucun équivalent, propriété pour la substance, qui n'a aucun équivalent pour l'entité.
Il y a aussi des propriétés de substances qui sont différentes de la propriété correspondante de l'entité. Par exemple, la couleur d'une substance, qui est une sensation physiologique, va pouvoir s'expliquer à partir des niveaux d'énergie discrets d'une entité. Et donc, Bachelard résume cela d'une formule: le corpuscule n'est pas un petit corps. Il faut entendre l'entité n'est pas une substance en miniature. Alors, pour représenter tout cela, ces concepts à la fois macroscopiques et microscopiques, un langage, et en fait, avec la particularité d'avoir justement un seul langage symbolique, un seul langage symbolique qui va permettre de créer ce que Thaber appelle la passerelle entre le macroscopique et le microscopique. Si on prend les noms, le nom eau ou la formule H2O, elle représente aussi bien le verre d'eau et les glaçons qui sont dans l'eau que la molécule d'eau. Si vous prenez l'équation ici de combustion du méthane, telle qu'elle est écrite, elle peut à la fois s'interpréter avec des concepts de niveau macroscopique, les espèces chimiques, la réaction chimique, mais aussi on peut l'interpréter et la lire avec des concepts du niveau microscopique, les molécules, les ions, les interactions. Et ce qui pourrait sembler une ambiguïté, en fait, va permettre à l'expert, le chimiste, de passer avec ce même langage d'un niveau macroscopique à un niveau microscopique, de passer de l'un à l'autre, et c'est ce qui a sans doute d'ailleurs permis le développement de la chimie au XIXe siècle, un même langage alors qu'ils avaient plusieurs interprétations. Donc, si on reprend l'enquête menée toujours auprès des élèves, on leur avait proposé donc une série de formules et une série de noms dans lequel ils devaient choisir les critères, 2 critères de niveau macroscopique, le corps pur et le mélange, et 2 critères de niveau submicroscopique, molécules et atomes. Quand on regarde ce que les élèves répondent, alors en catégorie collège, seconde, première, terminale, et les critères qu'ils choisissent, sans s'intéresser là particulièrement à la valeur, à la qualité de la réponse, on se rend compte que un des critères minoritairement choisis, c'est le macroscopique seul. Ce critère est choisi pour à peu près entre 20 et 30% dans les élèves de collège, et on voit que le choix de ce critère seul, c'est-à-dire mélange ou corps pur, diminue avec l'enseignement. Par contre, le critère microscopique ou semi-microscopique choisi seul par les élèves, c'est-à-dire les élèves sélectionnent uniquement atomes ou molécules par rapport à la liste de noms ou la liste des formules. Là, c'est sur l'exemple dioxygène et O2, mais on retrouve exactement les mêmes résultats sur les autres couples de noms et de formules. On s'aperçoit que le choix du microscopique seul finit par donner à peu près les 2 tiers des élèves en première et terminale, et que ce choix en fait augmente au cours de l'enseignement, c'est-à-dire que l'enseignement semblerait amener les élèves à avoir une lecture essentiellement sur le microscopique des noms et des formules. Les élèves qui vont choisir les 2 critères et qui donc on pourrait considérer qu'ils ont cette vision duale du langage symbolique, vision qui est la seule qui peut permettre de passer du niveau macro au niveau micro quand on lit par exemple une équation chimique, hein. Cette vision duale, on ne la retrouve qu'à peu près sur 1/4 et 1/3 des élèves entre le collège et la première et terminale, et qu'il n'y a pas d'évolution avec l'enseignement sur cette vision duale. Donc, pas d'effet de l'enseignement, mais quand on regarde là aussi un peu ce qui est proposé dans les ouvrages scolaires et les programmes, cette polysémie du langage, c'est-à-dire cette capacité de ce langage, d'un même langage qui peut interpréter 2 niveaux différents, est passée sous silence ou est traitée de façon implicite. Dans l'introduction des noms scientifiques, on s'aperçoit qu'ils sont implicitement associés aux substances chimiques. Mais surtout, les formules chimiques sont, elles, explicitement associées au concept de molécules quand elles apparaissent dans le programme de cycle 4. Et puis,
implicitement, par un glissement, les formules vont être utilisées au concept de substance chimique, notamment quand on va parler de la masse de CO2, par exemple, où là, si on parle de masse, on est nécessairement, en tout cas au cycle 4, sur les masses que l'on manipule et pas les masses de la molécule. Donc, il y a un glissement implicite vers le concept de substance chimique. Alors, dernier point que l'on souhaitait traiter dans cette présentation, c'est une proposition que l'on vient de faire récemment dans un article qui est paru dans le bulletin. C'est une différence entre l'espèce chimique et la substance chimique. Alors, l'espèce chimique, bien évidemment, on va elle aussi la mettre et la classer dans le monde des objets et au niveau macroscopique. Si on part du glossaire de Segonde, on s'aperçoit, enfin, est présenté le composé ionique. Alors, le mot composé n'est pas défini, mais est présenté quand même sous la définition du composé ionique, une définition du type collection macroscopiquement neutre d'un nombre élevé d'entités chargées. Donc, si on prend le chlorure de sodium, composé ionique, il représente donc une collection de deux entités chimiques, Na+ et Cl-. Et puis, si on prend les définitions toujours du glossaire, l'espèce chimique est une collection d'entités chimiques identiques. Et dans le mélange, on va retrouver, il va être constitué par plusieurs espèces chimiques. Alors, si je remonte à NaCl, j'ai deux entités chimiques, Na+ et Cl-. Donc, si je lis la définition de l'espèce chimique, dans laquelle il ne devrait y avoir qu'une entité chimique, dans ces cas-là, NaCl devient un mélange. Donc, on s'aperçoit bien sûr là qu'il y a un problème de définition, d'où la proposition qu'on a été amené à faire. Alors, avant de faire cette proposition, on est allé voir ce que l'IUPAC proposait autour du concept d'espèce chimique. Et l'IUPAC désigne aussi bien pour espèce chimique le chlorure de sodium, les ions sodium ou les ions chlorure. Or, il y a pour nous une différence qui est assez essentielle entre le chlorure de sodium et les ions sodium et les ions chlorure, c'est que les ions sodium ou les ions chlorure ne sont pas isolables. Si vous allez dans le laboratoire, vous allez pouvoir prendre un flacon de chlorure de sodium, mais vous ne trouverez pas dans vos armoires un flacon d'ion sodium ou un flacon d'ion chlorure. Les ions sodium et chlorure ne possèdent pas non plus de propriétés physiques. Par contre, effectivement, point commun avec ce qu'on pourrait appeler la substance chimique, en tout cas, les ions chlorure et les ions sodium, on peut leur associer des propriétés chimiques. Dès qu'on a une solution aqueuse d'ions chlorure ou d'ions sodium, on sait bien qu'on peut pratiquer des tests, ce qu'on appelle les tests d'ions, et donc on peut les caractériser par des propriétés chimiques. Et donc, on a été amené à faire une proposition qui permettrait d'éviter ce problème dès qu'on est dans la partie ionique et dans les problèmes de dissolution ionique, de faire une différence entre le concept d'espèce chimique et le concept de substance chimique. Donc, pour rappel, le concept de substance chimique, la substance chimique, c'est isolable, ça a des propriétés physiques, ça a des propriétés chimiques. Et donc, on propose pour l'espèce chimique un échantillon de matière caractérisé par des propriétés chimiques, qu'il soit isolable ou pas. Vous voyez, par rapport à la substance chimique, on n'associe pas à l'espèce chimique de propriétés physiques et surtout, par rapport à la substance chimique, l'espèce chimique n'est pas nécessairement quelque chose d'isolable. Donc, dans les exemples qu'on peut proposer, sur par exemple la substance chimique de saccharose, elle est formée de l'espèce chimique moléculaire saccharose. Là, il y a équivalence entre la substance chimique et l'espèce chimique. Si on prend la substance chimique chlorure de sodium, elle va être formée de l'espèce chimique ionique NaCl, mais qui sera elle-même constituée des espèces chimiques cationiques Na+ et anioniques Cl-. C'est-à-dire que par rapport à l'espèce chimique cationique Na+ et à l'espèce chimique anionique Cl-, il n'y a pas de substance chimique associée. Alors, nous avons débuté cette conférence en remarquant que pour enseigner la chimie, il faut prendre en compte deux mondes, deux niveaux, et un seul langage pour en parler. Et nous avons vu que la chimie comporte une autre spécificité, l'émergence, alors qui se manifeste au sein du niveau macroscopique parce que le corps composé n'est pas l'addition des corps simples, qui se manifeste au sein du niveau submicroscopique parce que la molécule n'est pas l'addition des atomes, et qui se manifeste du niveau submicroscopique au macroscopique lorsque la substance n'est pas l'addition des entités.
Cette émergence est difficile à imaginer pour des élèves débutants parce que les représentations symboliques montrent une juxtaposition de symboles qu'ils ont énormément de difficultés à considérer comme dénotant un objet radicalement différent. CO2 est très souvent vu par les enfants, par les élèves, comme le collage des symboles C et O2. Et nous avons voulu montrer, à travers ce balayage rapide, l'importance et la difficulté des concepts introduits en collège qui sont nécessaires à la conceptualisation des transformations chimiques, concepts qui fondent la chimie. Merci de votre attention. Merci. Place aux questions. Donc là, pour repréciser, ceux qui souhaitent poser les questions, il faut lever la main. Avant ça, on aura l'intervention de quelques collègues correspondants qui ont résumé les questions qui ont été posées dans le chat. Alors oui, Leïla, on va ouvrir ton micro. Donc tout d'abord, merci. Pas mal d'échanges sur le chat. Je vais commencer par une première question. Comment définiriez-vous la valence d'un atome au collège? Je pense qu'on peut, dans ce cas, s'appuyer un peu sur l'histoire des sciences et sur la façon dont ils l'ont défini, puisque quand on est au congrès de Karlsruhe, au moment où ils introduisent cette notion qui historiquement vient, quelques noms célèbres, hein, Kekulé-Boutterov par exemple, ils n'ont pas l'électron, ils n'ont pas la structure de l'atome. L'atome est véritablement encore insécable. Et donc, ils vont définir la valence comme étant la capacité à s'associer à d'autres atomes. Et finalement, comme au collège a été récemment introduit le tableau de Mendeleïev, je pense qu'on peut s'appuyer sur les colonnes et travailler que sur quelques colonnes. Celle de l'hydrogène est montré que quand on a des modèles moléculaires, l'hydrogène est toujours associé qu'à un seul autre atome. Et puis, par colonne, on peut faire celle du carbone, où on en aura 4, celle de l'azote où on en aura 3, et celle de l'oxygène où on en aura 2, et puis celle des halogènes où on n'aura qu'une seule liaison. Et s'appuyer à la fois sur les modèles moléculaires, à la fois sur le tableau périodique, et puis sur juste, ne pas aller plus loin que de dire qu'on a certains atomes qui ont la capacité de s'associer avec un nombre déterminé d'autres atomes. Merci. Une deuxième question concernant l'extrait que vous avez montré de la question de Jamy. Comment vous auriez formulé la question si on devait l'écrire à un enfant de 7 ans, de 10 ans, un élève du collège ou un élève du lycée? Le problème, c'est que on ne peut pas faire de comparaison entre une molécule d'eau et puis une goutte d'eau. C'est bien tout le problème. C'est que les propriétés d'une molécule d'eau, pour certaines d'entre elles, n'ont rien à voir avec les propriétés d'une goutte d'eau. Le fait que l'eau que nous avons sous les yeux soit liquide, ça n'est pas explicable avec une seule molécule. Ce n'est explicable que par un nombre gigantesque de molécules. Alors là où il y a correspondance des propriétés des molécules et des propriétés de la substance, c'est avec la masse, parce qu'effectivement, on peut considérer que la masse d'une substance, c'est la somme des masses des molécules, mais autrement, c'est pas le cas. On a, comment dire, j'ai envie de parler d'incommensurabilité entre les propriétés des molécules et les propriétés de la substance. Pour moi, il ne faut pas poser cette question. Et c'est quelque chose c'est comme ça, il ne faut pas la poser. On ne peut pas dire que la plus petite partie qui aurait les propriétés de l'eau, c'est une goutte d'eau. Hein. On ne peut pas descendre en dessous. Si on va au niveau moléculaire, ce n'est plus une goutte d'eau, ce n'est plus de l'eau liquide, c'est une molécule d'eau. C'est quelque chose de différent. Comment caractériser un composé ionique constitué d'un assemblage d'ions positifs et négatifs? Ce n'est pas une substance, c'est un mélange? Point d'interrogation. Si, justement, un composé ionique, c'est une substance parce que c'est isolable, ça a une température de fusion, si c'est un solide, et puis quand c'est liquide, ensuite, ça peut avoir une température d'ébullition. Il y a également des propriétés chimiques, c'est-à-dire qu'il y a des relations avec d'autres substances. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Et c'est justement la formulation du glossaire, quand il est écrit qu'un composé ionique est un assemblage d'ions positifs et d'ions négatifs, qui est un petit peu, comment dire, ambigu. Hein. Il est extrêmement important
de revenir aux caractéristiques expérimentales. La chimie est une science expérimentale et essayer de définir les substances ou les espèces chimiques en oubliant complètement les caractérisations expérimentales, c'est un petit peu gênant. Alors, certes, on va être amené à utiliser la notion soit d'entité. Et j'ai vu dans la discussion qu'il y a quelqu'un qui dit qu'en cinquième, il parle de particules sans préciser ce que c'est. Il a tout à fait raison, parce qu'en cinquième, on n'a besoin que de ça. Et ça suffit exactement pour définir les changements d'état physique. Hein. Après, quand on aborde les premières transformations chimiques en utilisant des substances moléculaires ou atomiques, eh bien, on sera amené à utiliser des entités qui sont des atomes ou des molécules, et c'est uniquement quand on va aborder des substances qui sont ioniques, mais qui, en tant que substances, ont justement des caractéristiques macroscopiques comme la température de changement d'état, je voulais dire des caractéristiques physiques, excusez-moi, température de changement d'état, et puis solubilité, toutes ces choses-là, qu'on pourra faire la différence et voir qu'il faut à ce moment-là introduire un autre type d'entité, parce que quand on essaye de regarder de quoi sont composées ces substances à l'échelle submicroscopique, eh bien, ce ne sont ni des atomes ni des molécules, mais des ions, parce qu'elles ont des propriétés caractéristiques que n'ont pas les autres. Parce que si vous dissolvez un composé ionique dans de l'eau, eh bien, on va obtenir une solution conductrice du courant électrique, alors que si vous dissolvez, attention à ne pas dissoudre n'importe quel composé moléculaire, parce que vous avez vu que tout à l'heure avec le chlore d'hydrogène, ça donnera une solution conductrice du courant, mais si vous dissolvez du saccharose ou du diode, ça donne quelque chose une solution qui n'est pas conductrice. Mais c'est toute la difficulté de la chimie, de l'introduction des concepts de base au collège, c'est que il y a énormément de choses et que rien n'est simple. Et il faut essayer de progresser, d'en dire un minimum de façon à pouvoir, au début, donner une idée opératoire, c'est-à-dire que les élèves arrivent à faire des choses avec ce qu'on leur propose, et puis, petit à petit, complexifier. Mais c'est toute la difficulté, ça j'en suis très consciente, c'est d'arriver à donner suffisamment de critères aux élèves pour qu'ils puissent faire quelque chose à un moment donné, sans que ça génère trop d'idées incorrectes qui viendraient se mettre en obstacle à ce qu'on voudra leur faire acquérir comme autre connaissance plus tard quand on complexifiera. Au collège, comment classez-vous mélange et dissolution dans transformation physique? Tout à l'heure a été évoquée une troisième transformation. On a plutôt réservé le terme de transformation physique au changement d'état physique. On a considéré que les transformations chimiques, comme on l'a dit, c'était celles où on avait changement de substance chimique. Par contre, les mélanges ou les dissolutions, eh ben, c'est un petit peu entre les deux. Comme l'a dit Sophie, si on mélange de l'eau et de l'éthanol, le mélange qu'on obtient, il a les mêmes propriétés que l'eau et que l'éthanol. Donc, c'est simplement la réunion des deux. Par contre, si on dissout du chlorure d'hydrogène dans de l'eau, vous savez que ça s'appelle de l'acide chlorhydrique, et on va avoir des propriétés qui sont différentes des propriétés de l'eau et qui sont différentes également des propriétés du chlorure d'hydrogène gazeux. Donc là, on a eu à la fois donc, la réunion de deux substances, l'eau et le chlorure d'hydrogène, et on a eu carrément une réaction chimique, hein, puisque vous avez formation d'une espèce chimique ion-chlorure qui n'était pas présent au départ, puisque dans le chlorure d'hydrogène, c'est un composé moléculaire. Et alors, il y avait certes dans l'eau liquide un tout petit peu d'ion oxonium, mais le fait de dissoudre du chlorure d'hydrogène crée une quantité très importante d'ion oxonium, en quantité d'ailleurs quasi égale à celle des ions chlorure. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'on est comment dire, on marche sur des œufs hein, en ce qui concerne mélange et dissolution parce que c'est pas simple. Et il faut reconnaître que tout ne peut pas s'enseigner ou se catégoriser
en noir ou blanc. Il y a parfois du gris. C'est ce que j'ai envie de dire. Après, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait aider les élèves à différencier transformation chimique de mélange et dissolution, parce que c'est difficile. Et là encore, le pas dans l'histoire montre qu'ils ont eu énormément de mal à débrouiller et à faire le point sur ces deux concepts. Donc on a pensé à la renversabilité et à travailler sur cet aspect de renversabilité. C'est-à-dire que si on prend du sel et qu'on le met avec de l'eau, on peut après évaporer l'eau et récupérer le sel. Si on fait une transformation chimique entre un solide et un liquide et qu'on essaie et qu'au bout on obtient quand même un liquide, si on évapore ce liquide, on ne reviendra pas et on ne retrouvera pas le composé solide initial. Donc on se dit que peut-être sur cette renversabilité, il y a peut-être quelque chose à faire pour aider les élèves à démêler un peu ces deux concepts. Alors, je vois pourquoi renversabilité plutôt que réversibilité, parce que réversibilité, pour nous, c'est associé à la réversibilité thermodynamique, et qu'aucune transformation réelle n'est réversible. Alors que l'idée de renversabilité, c'est le fait qu'on puisse partir d'un état final d'une première transformation, qui devient donc l'état initial d'une deuxième transformation, et qui permet de revenir à l'état initial de la première. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. On a un système. Après, c'est un problème de thermodynamique, de thermochimie, et dans la réversibilité, il y a la notion des états quasi-stationnaires qu'on ne met pas dans la notion de renversabilité. Parce que, en toute rigueur, une transformation réversible est une transformation où il n'y a pas de création d'entropie. Or, toutes les transformations chimiques se font avec création d'entropie. Et c'est même cette création d'entropie qui est caractérisée par l'affinité chimique, qui permet d'introduire ensuite le quotient de réaction, etc., etc., etc. Voilà. Très bien, merci. Dernière question et ensuite on donnera la parole aux collègues qui lèvent la main. Dans quoi classez-vous le phénomène de solvatation? C'est la dissolution. Oui. C'est la dissolution. Merci. Florent, est-ce qu'il est possible de donner la parole aux collègues qui lèvent la main? On va donner la main à Loïc Blanche-Barba. Je suis enseignant au collège en Guadeloupe. Merci pour votre présentation, Sophie Isabelle. Ma question, c'est pour la dernière diapositive, que le CO2, ce n'est pas le collège de C et de O. Est-ce qu'on peut parler des liaisons chimiques déjà au collège avec les élèves? Alors, tout dépend ce qu'on met derrière le mot liaison chimique. Dès qu'on présente les modèles moléculaires, nécessairement, on met de la liaison chimique et on met ce terme tel qu'il a été mis et avancé au milieu du 19e par les chimistes, puisque finalement, les premiers chimistes ont réussi à donner des formules chimiques et à parler d'arrangement des atomes, alors que l'atome était encore une entité sans électrons. Si on met un modèle moléculaire et qu'on fait apparaître une structure telle que HOH, c'est difficile de ne pas dire que l'atome d'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène. Après, peut-on dire plus que cela et dire qu'il y a en fait un arrangement spécifique des atomes entre eux au sein de la molécule? Voilà, je pense qu'il faut s'arrêter là et qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais dès qu'on utilise les modèles moléculaires, nécessairement, on a des atomes qui sont liés les uns par rapport aux autres.